Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo on va parler des prises de sang et de l'interprétation de la base de la biologie médicale. Bien sûr il ne s'agira pas d'un cours de médecine mais c'est une question qui revient extrêmement fréquemment. Peux-tu interpréter ma prise de sang? J'ai tel ou tel marqueur qui est anormal et donc je vais vous donner quelques bases pour lire votre propre prise de sang, mais vous allez voir il y aura bien sûr des gros disclaimers. Avant de commencer la vidéo, vous le savez, un pouce bleu et un abonnement, ça soutient la chaîne et ça permet de normaliser à 99% bien, votre prise de sang, de mettre un pouce bleu. Ça n'a pas que des effets sur le physique, ça a aussi des effets à l'intérieur de vous-même. Donc n'hésitez pas. Bref, on va parler des bases de la prise de sang, générique. Bon, on va rentrer directement dans le sujet. Une prise de sang, c'est un terme un petit peu vulgarisé qui signifie en réalité une analyse de la biologie médicale. En général, sur la quasi-totalité des comptes rendus d'analyse, il y a des normes et les chiffres qui ne vont pas être normaux chez vous vont apparaître en gras. Et très souvent sur une prise de sang, on aura un ou deux paramètres puisqu'il y en a de très nombreux qui vont être dosés et ces paramètres peuvent apparaître en gras et parfois ça peut vous stresser puisque vous allez aller sur internet, sur Doctissimo ou sur n'importe quel site, vous allez taper voilà j'ai tel ou tel paramètre qui est anormal, vous allez avoir une liste de causes et vous allez ressortir alors que votre analyse finalement est quasiment normale avec un cancer de X ou Y ou des maladies extrêmement rares. Vous allez paniquer et ensuite moi je vais recevoir des messages qui vont me dire voilà, est-ce que tu peux regarder ma prise de sang parce qu'elle n'est pas normale, j'ai très peur, l'analyse automatique me dit que je suis en insuffisance rénale, que je suis en train d'avoir un infarctus ou telle autre chose. On reçoit très souvent ce genre de demande et donc dans cette vidéo, je vais vous détailler, en tout cas de façon assez succincte, puisque la biologie médicale et l'analyse des prises de sang, c'est quelque chose de relativement difficile dès que ça touche à ce qui est anormal, mais on va essayer de voir ensemble quelles sont les différentes analyses qu'on fait en routine de façon plus ou moins systématique et comment est-ce qu'on peut les interpréter. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voudrais mettre 2 ou 3 gros disclaimers. Le premier, c'est que regarder une vidéo YouTube, aller sur internet ou essayer de comprendre sa propre prise de sang, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire et seul un médecin ou un professionnel de santé peut analyser et surtout interpréter votre prise de sang en fonction du contexte. Le deuxième disclaimer, c'est que toute prise de sang est censée avoir un but. Le dépistage, ça peut tout à fait être un but en soi quand on voit un patient en consultation, qu'il n'a pas forcément fait de prise de sang depuis longtemps et qu'on se dit, on va regarder les principaux marqueurs qu'on va détailler après pour savoir s'il y a des anomalies qui sont parfois plus ou moins fréquentes et qui peuvent être corrigées et notamment qui peuvent être dépistées avant qu'elles n'aient de symptômes cliniques. Mais sinon, quand on fait des prises de sang spécifiques, on est censé les demander pour une raison bien précise et pas simplement parce que c'est gratuit de les cocher et que c'est la sécurité sociale qui paye, parce que je vous garantis que si les patients payaient de leur poche les analyses au prix que ça coûte, on aurait 2 ou 3 fois moins de prises de sang, voire même peut-être on pourrait le diminuer par 10, parce que des fois on demande des examens et j'en suis moi aussi coupable un petit peu de façon machinale en se disant une fois qu'il est au laboratoire, allez on va le rechercher, ça coûte rien, mais en réalité c'est une erreur et surtout ça peut conduire à parfois des problèmes quand on détecte des anomalies dont on ne sait pas forcément quoi faire, dont les patients n'ont aucun symptôme et qui vont conduire parfois à une surenchère d'examens complémentaires et au final on ne sera pas plus avancé qu'avant. Troisième message important, c'est que les prises de sang ne peuvent pas tout voir. C'est pas parce que vous avez une prise de sang qui est strictement normale que vous n'avez aucun problème de santé. Tout n'est pas forcément visible sur une prise de sang, puisque la prise de sang, ça reflète les marqueurs biologiques, mais il y a des choses qui vont se voir soit sur de l'imagerie, soit sur de la clinique. Notamment, pour vous donner un exemple très concret, si vous vous faites une fracture du bras, tout simplement, vous pouvez faire une prise de sang, elle peut potentiellement être normale, ou en tout cas, il n'y a aucun marqueur spécifique des fractures, puisque la fracture, c'est clinique et c'est radiologique. Vous allez faire une radio pour voir que c'est cassé, mais la prise de sang ne va pas vous avancer. C'est la même chose pour beaucoup de cancers qu'on ne peut pas détecter avec une prise de sang. Donc attention, selon vos symptômes, une prise de sang ne veut pas forcément dire que tout va bien, même si elle est normale. Quatrième message qui est important pour l'interprétation des résultats, c'est qu'il faut savoir que les normes pour chaque valeur biologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas, a été calculé en fonction d'un échantillon de personnes normales
et on a défini que la norme c'était les 95% du milieu. Ce qui veut dire que pour chaque valeur donnée, eh bien, il y a 5% des gens qui n'ont pas de maladie et qui sont normaux, qui vont avoir une valeur soit trop haute, soit trop basse. Donc c'est toujours à interpréter. Et ce qui veut dire également que si on vous dose 100 marqueurs, 100 valeurs différentes, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous soyez hors de la norme pour environ 5 d'entre elles. Maintenant, on va parler de la prise de sang à proprement parler et des principaux marqueurs que l'on va doser. La première partie des prises de sang, c'est ce qu'on appelle l'hémogramme. L'hémogramme, c'est l'analyse des globules du sang, les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs. Le premier, ce sera tout ce qui va être lié aux globules rouges. Les globules rouges, ce sont ceux qui transportent l'oxygène au sein de l'organisme pour l'apporter aux muscles, au cerveau, à toutes les cellules et donc leur permettre de survivre. Et sur ces globules rouges, eh bien, il y a différents paramètres. Le premier, c'est le taux de globules rouges. Ce taux de globules rouges, en pratique, on ne s'en sert pas, il n'a que très peu de pertinence clinique. Celui qu'on va regarder, c'est l'hémoglobine et donc le taux d'hémoglobine. C'est la quantité d'hémoglobine qui est vraiment la protéine qui va fixer l'oxygène dans les globules rouges. Et en pratique, on peut tout à fait avoir un nombre de globules rouges qui est normal, mais pourtant avoir un taux d'hémoglobine bas. Ça veut dire que les globules rouges sont en quantité normale, mais ils ne contiennent que très peu d'hémoglobine et donc que très peu de capacité à fixer l'oxygène. Et donc c'est vraiment ce taux d'hémoglobine qui va nous intéresser puisque c'est vraiment lui qui va avoir une pertinence clinique. En pratique, l'anomalie la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle l'anémie, c'est quand le taux d'hémoglobine est bas et ça veut dire que tout simplement on a moins de transporteurs de l'oxygène, donc l'oxygène va circuler moins bien jusqu'au niveau des tissus et donc on va être essoufflé et fatigué. Ensuite, vous aurez différents marqueurs en dessous, le CCMH, le TCMH, l'hématocrite. Tout ça, c'est des marqueurs de deuxième intention qui permettent d'analyser l'hémoglobine quand elle est anormale et donc on ne va pas vraiment se focaliser dessus. Concernant l'anémie, il y a plusieurs causes principales. La première, ce sera très majoritairement tout ce qui va être carence en fer puisque le fer est utilisé pour resynthétiser l'hémoglobine. Donc si vous mangez peu de fer, eh bien, vous risquez l'anémie. Le deuxième, c'est tout ce qui va être carence en folate et en vitamine B9 puisque là aussi c'est utilisé dans la synthèse de l'hémoglobine et des globules rouges. Et enfin, il y aura toutes les causes beaucoup plus rares, notamment les leucémies, les anémies héréditaires, etc., dont on ne va pas parler non plus. Deuxièmement, maintenant, on a les plaquettes. Les plaquettes, c'est ce qui va permettre la coagulation du sang. Ce sont des cellules qui vont permettre de s'agréger entre elles pour former ce qu'on appelle le clou plaquettaire. Et c'est la première partie de la coagulation sanguine, c'est l'agrégation des plaquettes et ça va permettre de colmater les différents trous au niveau des parois vasculaires. Ce qui veut dire que si votre taux de plaquettes est bas, eh bien vous avez un risque théorique de saignement qui va être augmenté. Troisième et dernier type de globules, ce sont les globules blancs. Les globules blancs, ce sont des cellules de l'immunité qui vont permettre de répondre à des agressions, notamment des bactéries, des microbes, des parasites. Et dans les globules blancs, eh bien, il y a différents sous-types, notamment les polynucléaires neutrophiles qui vont très schématiquement lutter contre les bactéries et les lymphocytes qui vont là aussi très schématiquement lutter contre les virus. Donc si le taux de globules blancs est bas, ça peut signifier qu'il y a une probabilité importante d'avoir une infection, notamment dans certains déficits immunitaires, alors qu'à l'inverse, quand le taux de globules blancs est élevé, c'est en général que les globules blancs se sont répliqués, se sont multipliés parce qu'il y a une infection en cours. En gros, si vous avez une bactérie ou un virus, eh bien, il y a une prolifération des globules blancs pour aller répondre à cette infection. Et donc, si vous faites la prise de sang à ce moment-là, vous verrez en général les polynucléaires neutrophiles qui vont être élevés avec une hyperleucocytose, c'est-à-dire des globules blancs élevés également. Deuxième partie de la prise de sang, c'est tout ce qui va être la biochimie. C'est l'analyse des enzymes, des protéines et des minéraux, donc les ions. Ils comportent en général ce qu'on appelle un ionogramme sanguin. C'est le sodium, le potassium, le chlore, l'analyse des protides, donc le taux de protéines dans le sang, et de la fonction rénale, l'urée et la créatininémie. Après, on peut avoir des demandes spécifiques si on les rajoute, notamment un bilan hépatique, l'analyse de minéraux spécifiques, par exemple le calcium, le phosphore, le magnésium, et l'analyse de protéines et enzymes divers et variés dont on ne va pas forcément parler ici. Le premier minéraux, c'est le taux de sodium. Le taux de sodium, il ne correspond pas à la quantité de sel que vous mangez. Ça, c'est la première erreur classique. En pratique, il est quasiment toujours stable, sauf quand ce sont vos variations d'apport en eau
qui vont varier. C'est un peu contre-intuitif, mais si vous buvez beaucoup d'eau, vous allez diluer le sang et le taux de sodium va diminuer, donc votre natrémie, le taux de sodium, va diminuer. A l'inverse, si vous êtes complètement déshydraté et que vous n'apportez plus d'eau, le sang va être concentré et le taux de sodium va monter. Deuxièmement, c'est le potassium. Le taux de potassium, c'est pareil. Globalement, il est stable, même si vous mangez un peu plus de potassium ou que vous en mangez un peu moins, ça ne varie pas beaucoup puisque le rein est capable de le réabsorber. Quand il y a trop de potassium, c'est une hypercalémie, ça peut se voir dans certaines situations anormales, dont on va dire que c'est assez rare. Pareil, quand le taux de potassium est en dessous, à la limite, le taux de potassium un peu bas, ça peut se voir quand il y a des pertes de potassium, notamment des vomissements, puisque le liquide gastrique comprend du potassium, des diarrhées, là aussi on perd du potassium dans les selles, ou de nombreuses fuites urinaires, notamment si on prend des diurétiques. Mais sinon, on va dire que le taux de potassium reste stable. Ensuite, on a maintenant la fonction rénale. La fonction rénale, c'est l'urée et la créatininémie. La créatininémie, c'est en réalité le taux de créatinine. La créatinine, c'est la dégradation de la créatine en créatinine, et c'est un marqueur indirect de la fonction rénale. Ça permet d'estimer ce qu'on appelle le DFG, le débit de filtration glomérulaire, et ce débit de filtration glomérulaire, il calcule le taux de filtration du rein en fonction de ce taux de créatininémie et d'autres paramètres, notamment l'âge, notamment le poids et la surface corporelle, et en fonction, eh bien, il va sortir un chiffre qui correspond à la capacité du rein à filtrer le sang. Plus le taux est bas et plus ça signifie que votre rein est altéré. Mais il est important en fait de comprendre que le taux de créatininémie n'est que le reflet indirect de la fonction rénale et il y a des situations où il est pris en défaut. Je ne vais pas en parler plus puisque j'ai fait une vidéo spécifique sur le taux de créatininémie et la créatine et je pense que vous aurez toutes vos réponses si ça vous intéresse. Mais attention, il faut donc interpréter ce taux en fonction là aussi de votre masse musculaire, de votre morphologie, de votre âge et il y a parfois des faux positifs. L'urée est également utilisée comme analyse de la fonction rénale puisque l'urée est également filtrée par le rein et donc si le rein ne marche plus beaucoup, eh bien l'urée va être moins filtrée et donc elle va monter. Maintenant, il y a là aussi d'autres causes d'augmentation de l'urée, notamment si vous mangez beaucoup de protéines, eh bien l'urée étant un composé des protéines, eh bien ça peut s'accumuler dans le sang et augmenter. Attention toutefois, ça augmente dans des, on va dire, dans des limites. Si votre urée est extrêmement augmentée, eh bien ce n'est pas que les protéines. Pareil pour la créatininémie, si vous avez une créatininémie très élevé, ne vous dites pas « Oh, mais c'est parce que je suis très musclé ». Non, en pratique, il y a, on va dire, un continuum, mais quand c'est vraiment largement anormal, il est bien évident qu'il faut avoir un avis spécialisé. Autre marqueur dont on peut parler, c'est le taux de CPK. Les CPK, ce sont les créatines phosphokinases, c'est une enzyme présente dans les muscles et quand le taux augmente, eh bien, ça signifie qu'il y a eu destruction, entre guillemets, ou en tout cas libération de ces CPK dans le sang. C'est un marqueur qui n'est pas demandé en routine, mais que parfois on peut voir eh bien, sur certaines prises de sang et dont le taux chez les sportifs peut être anormal, d'autant plus s'il y a dégradation musculaire et donc sport de force et en particulier la musculation. Plus vous allez dégrader le muscle à l'entraînement et forcer sur votre séance de sport et plus le taux de CPK va augmenter et donc parfois eh bien, on voit un taux de CPK élevé chez un sportif et puis le laboratoire appelle et il dit je comprends pas, c'est élevé, ou le sportif voit sa prise de sang, s'inquiète alors qu'en réalité c'est simplement le fait qu'il a fait une bonne séance et qu'il a forcé et qu'il a détruit un petit peu ses muscles. Donc là encore, pas d'inquiétude. Maintenant, c'est bien sûr à prendre en fonction du contexte. Si vos CPK sont élevés alors que ça fait une semaine que vous êtes en vacances et que vous ne faites rien, ou que vous avez simplement fait un petit peu de tennis de table ou joué aux fléchettes, attention, je ne dénigre aucun sport, eh bien ça peut être quelque chose d'anormal, donc toujours à interpréter en fonction du contexte. On peut aussi parler de la CRP. La CRP, c'est la protéine C réactive, un marqueur très fréquemment dosé dans les prises de sang standard. C'est un marqueur de l'inflammation, ce qui signifie, quand il est augmenté, qu'il y a de l'inflammation dans le corps. En pratique, c'est très souvent des infections, mais ça peut aussi se voir dans certaines maladies inflammatoires, notamment des maladies auto-immunes ou simplement n'importe quelle inflammation. Par exemple, si vous vous êtes fait un traumatisme, le corps va naturellement faire un peu d'inflammation et donc cette protéine peut monter. Là aussi, le taux, il faut faire attention à son interprétation. La normale, c'est inférieur à 5
et dans les grosses infections, il peut monter à plus de 100, 100, 200, voire même parfois 300, même si 300, on est un peu dans les high scores. Mais voilà, parce que parfois, on me dit « Oh, j'ai une CRP à 6 ou 7, c'est élevé, c'est anormal. » Oui, mais 6 ou 7 en pratique, t'as le moindre rhume, t'as un tout petit peu mal à la gorge, voilà, ça peut monter à 10, 15, c'est pas quelque chose d'inquiétant et ça veut pas dire qu'il y a une inflammation démesurée. Donc là aussi, à interpréter en fonction du contexte et notamment de l'inflammation clinique, est-ce qu'il y a de la fièvre ou autre. En tout cas, c'est plutôt un marqueur d'orientation de l'inflammation sans en préjuger de la cause. Et après, comme je vous l'ai dit, on peut doser tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on peut virtuellement doser tous les composants qui sont présents à l'intérieur du sang, notamment dans les analyses un petit peu plus fréquentes mais sans être faites en routine. On peut doser la glycémie pour le taux de sucre, on peut doser le bilan du cholestérol, notamment le bon et le mauvais cholestérol, même si ça fait arracher les cheveux de certaines personnes. On peut doser le bilan du fer pour voir si le fer est bas et tenter d'expliquer certaines anémies. On peut doser d'autres ions, notamment le calcium, le phosphore, le magnésium, bref, beaucoup de choses. Les vitamines, des marqueurs cancéreux, des marqueurs d'auto-immunité, il y a énormément de choses sur une prise de sang, mais je pense que là j'ai essayé de détailler un petit peu la base, l'introduction des prises de sang. Je vais quand même le répéter. Attention, n'interprétez pas votre prise de sang tout seul, ça permet simplement d'avoir 2 ou 3 petites informations, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être pris dans la globalité et qui doit être interprété en fonction du contexte. Parce que sinon, je vous dis, à la moindre anomalie, on finit avec un cancer de X ou Y partie et on commence à déprimer, donc faites très attention en interprétant vos analyses. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été ni trop court ni trop long, parce que c'est une vidéo qui est très difficile à faire en réalité, parce qu'il y a énormément de choses dont on pourrait parler. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un pouce bleu à la vidéo et un abonnement à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi sur Instagram, ledoc.pm, et je vous dis bien à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.